La pluie tambourinait contre les grandes baies vitrées de l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Camille Dufresne observait les gouttes tracer des chemins sinueux sur le verre, ses mains tremblantes serrant une tasse de thé devenue froide depuis longtemps. À 32 ans, elle avait tout sacrifié pour son mariage avec Julien Marchand, fils unique d'une dynastie industrielle. 7 années de dévouement absolu, 7 années à polir l'image parfaite de l'épouse modèle, 7 années à étouffer ses propres ambitions d'archipecte pour briller dans l'ombre de son mari. Et aujourd'hui, tout s'écroulait, comme un château de cartes sous le vent glacial de février parisien. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Julien entra avec cette démarche arrogante qu'elle avait autrefois trouvée séduisante, mais qui aujourd'hui lui donnait la nausée. Derrière lui, une jeune femme au sourire carnassier s'accrochait à son bras comme une sangsue. Chloé Beaumont, 24 ans, secrétaire personnelle de Julien depuis 6 mois. Camille sentit son cœur se déchirer en 1000 morceaux, même si elle savait déjà. Les parfums étrangers sur ses chemises, le retard inexpliqué, les regards fuyants. Elle avait refusé de voir l'évidence, mais maintenant cette évidence s'imposait dans son propre salon avec une cruauté déconcertante. Julien, monsieur Marchand si vous préférez, ne daigna même pas baisser les yeux. Au contraire, son visage affichait un sourire méprisant qui glaça Camille jusqu'aux os. « Chérie, il faut qu'on parle », lança-t-il avec une froideur calculée, comme s'il venait d'annuler une réservation au restaurant. Camille se leva lentement, ses jambes tremblant sous elle. Sa fille Emma dormait dans sa chambre à l'étage. Elle ne devait pas entendre ça. « Julien, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La réponse vint comme une gifle. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Chloé et moi sommes ensemble maintenant. Elle me rend heureux, elle me comprend. Toi, tu n'as jamais été qu'une obligation sociale, un mariage arrangé pour plaire à mon père. Mais papa est mort maintenant, et je suis libre. » Les mots transperçaient Camille comme des lames de rasoir. Une obligation sociale. 7 ans de sa vie, réduit à une simple transaction commerciale. Elle avait abandonné son cabinet d'architecture en pleine ascension pour lui. Elle avait donné naissance à Emma dans la douleur, seule à la clinique, parce qu'il était en déplacement professionnel. Elle avait organisé des centaines de dîners d'affaires, souriant aux clients et partenaires pendant qu'ils recevaient tous les éloges. Et maintenant, devant cette fille qui avait la moitié de leur histoire, elle n'était qu'une obligation dépassée. Chloé s'avança, ses talons claquant sur le parquet de chêne massif avec une assurance insupportable. « Vous comprenez, Camille ?» dit-elle avec un faux accent de compassion qui sonnait comme une insulte. « Julia a besoin d'une femme moderne, dynamique, qui le soutienne vraiment dans ses ambitions. Vous étiez bien pour le début, mais maintenant, il lui faut quelqu'un à sa hauteur. » Le rire qui échappa à Julien résonna dans l'appartement comme un glas funèbre. « C'est exactement ça, ma chérie. Tu as toujours été si perspicace. Camille, je veux que tu partes, dès ce soir. Prends tes affaires et disparais. Emma reste avec moi, évidemment. J'ai les moyens de lui offrir la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Toi, tu n'as rien. » Le monde de Camille bascula. Emma, sa petite fille au bourcle châtain et aux yeux pétillants. Son unique raison de tenir bon ces derniers mois. « Tu ne peux pas me prendre Emma !» s'écria-t-elle, sa voix se brisant. « Je suis sa mère !» Julien s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien, et elle sentit son haleine chargée de whisky. « Je peux faire ce que je veux. Mon avocat a déjà préparé tous les documents. Tu n'as travaillé depuis des années, tu n'as aucune indépendance financière, aucun moyen de subvenir à ses besoins. Un juge me donnera la garde sans hésiter. Et si tu essayes de te battre, je te ruinerai. Je connais tout le monde dans cette ville, Camille. Chaque juge, chaque avocat, chaque journaliste. Tu n'as aucune chance. » Camille recula, cherchant de l'air, cherchant une échappatoire dans ce cauchemar éveillé. Chloé riait maintenant ouvertement, un rire aigu et moqueur qui résonnait dans toute la pièce. « C'est tellement pathétique !» dit-elle en s'asseyant sur le canapé italien que Camille avait choisi avec tant de soin 3 ans auparavant. « Regardez-la, Julien. Elle croyait vraiment qu'elle comptait pour vous, comme c'est attendrissant. » Julien se servit un verre de cognac, celui que le père de Camille lui avait offert pour leur 5e anniversaire de mariage. Et le but d'entrée, puis jeta le verre cristal dans la cheminée où il explosa en 1000 éclats. « Maintenant, dégage !» cracha-t-il. « J'ai appelé un serrurier. Dans 1 heure, les serrures seront changées. Si tu n'es pas parti d'ici là, j'appelle la police et je te fais expulser pour intrusion. » Camille monta les escaliers comme un automate, chaque marche pesant 1 tonne. Elle poussa doucement la porte de la chambre d'Emma.
Sa petite fille dormait paisiblement, serrant contre elle le lapin en peluche que Camille lui avait cousu de ses propres mains. Elle s'agenouilla près du lit, caressa doucement les cheveux de sa fille et les larmes qu'elle retenait depuis le début jaillirent fondement. « Je te promets, ma chérie, je te promets que maman va venir te chercher. Je ne t'abandonnerai jamais. » Elle rassembla quelques vêtements dans un sac de voyage, ses mains tremblant tellement qu'elle peinait à fermer les tiroirs. Les photos tramies sur la commode la narguaient. Leur mariage à la cathédrale Notre-Dame, Julien souriant avec ce qui semblait alors de l'amour dans les yeux. La naissance d'Emma, Camille épuisée mais radieuse. Les vacances en Provence l'été dernier. Emma construisait des châteaux de sable pendant que Julien répondait à ses emails. Tout était un mensonge. Tout avait toujours été un mensonge. Quand elle redescendit, Chloé s'était installée dans le fauteuil préféré de Camille, feuilletant un magazine des modes avec une nonchalance obscène. Julien parlait au téléphone, probablement avec son avocat, riant de bon cœur à une plaisanterie que Camille ne pouvait entendre. Elle traversa le salon sans un mot, son sac pesant lourd sur son épaule. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. Julien leva les yeux et son sourire s'élargit encore. « Ne reviens pas, Camille. C'est terminé. Tu n'existes plus pour moi. » La porte claqua derrière elle avec une finalité déchirante. Camille se retrouva dans le couloir sombre de l'immeuble bourgeois, ses jambes refusant de la porter. Elle s'effondra contre le mur, ses sanglots étouffés résonnant dans le silence oppressant. Comment en était-il arrivé là ? Comment avait-elle pu être si aveugle, si naïve, si stupide ? Elle avait tout donné, et elle se retrouvait avec rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de maison, et pire encore, sans sa fille. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante. Il n'y avait qu'une personne qu'elle pouvait appeler, une seule personne en qui elle avait encore confiance. Son père, Philippe Dufresne. Elle avait gardé ses distances avec lui ces dernières années, à la demande de Julien qui trouvait que son beau-père était trop intrusif, trop protecteur. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Philippe avait toujours eu des doutes sur Julien. Il avait essayé de la mettre en garde avant le mariage, mais Camille était amoureuse, ou du moins, elle croyait l'être. Elle avait choisi Julien, et elle avait perdu son père dans le processus. Le téléphone sonna 3 fois avant que la voix grave et rassurante de Philippe résonne dans l'écouteur. « Camille, quelle surprise, tout va bien ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voulait être forte, montrer qu'elle contrôlait la situation, mais dès qu'elle entendit la voix de son père, tous ses remparts s'écroulèrent. « Papa, sanglota-t-elle, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Le silence de l'autre côté fut bref, mais lourd de compréhension. « Où es-tu » demanda Philippe d'une voix qui avait perdu toute chaleur pour devenir acier trempé. Camille lui donna l'adresse d'un petit café sur les Champs-Élysées, pas loin de l'appartement. « J'arrive dans 20 minutes. Ne bouge pas. » Camille descendit les escaliers de l'immeuble bourgeois comme une somnambule. La pluie avait redoublé d'intensité, transformant les rues de Paris en rivières grises et froides. Elle marchait sans parapluie, laissant l'eau tremper ses vêtements, ses cheveux, sa peau. Elle voulait sentir quelque chose, n'importe quoi, autre que cette douleur insupportable qui lui déchirait la poitrine. Les passants la regardaient étrangement, cette femme élégante en tailleur Chanel trempée jusqu'aux os, titubant sur le trottoir comme une naufragée. Le café était presque vide à cette heure tardive. Camille s'installa au fond, commandant un thé qu'elle ne toucherait pas. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Elle fixait la porte vitrée, attendant l'apparition de son père comme on attend un sauveur. Et puis, il fut là. Philippe Dufresne, à 60 ans, avait l'allure d'un empereur romain. Grand, imposant, avec des cheveux gris argentés impeccablement coiffés et des yeux d'un bleu acier qui avaient intimidé plus d'un concurrent. Il porta un costume sur mesure malgré l'heure tardive. Et quand il entra dans le café, toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers lui. C'était un homme qui commandait le respect sans avoir besoin de le demander. Son regard balaya la salle et se posa sur Camille. En une seconde, l'homme d'affaires impitoyable disparut pour laisser place au père. Il traversa le café en 3 enjambées et enveloppa sa fille dans ses bras puissants. Camille s'écroula complètement, ses sanglots secouant tout son corps. Philippe ne dit rien. Il l'attend simplement contre lui, comme il le faisait quand elle était petite et qu'elle avait peur des orages. Après ce qui semblait être une éternité, il la fit s'asseoir doucement et commanda 2 cognacs. Le juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, fronça les sourcils et se tourna vers Julien. « Ces accusations sont extrêmement graves, monsieur Marchand. Qu'avez-vous à répondre ?» Julien se leva, essayant de retrouver son arrogance habituelle.
Votre honneur, ce ne sont que des mensonges proférés par une femme amère qui ne peut accepter que notre mariage était terminé depuis longtemps. J'ai toujours agi dans l'intérêt de ma fille. Isabelle sourit froidement. Dans l'intérêt de votre fille, vraiment? Est-ce dans son intérêt que vous l'ayez installée dans le même appartement que votre maîtresse moins de 24 heures après avoir expulsé sa mère? Est-ce dans son intérêt qu'elle pleure tous les soirs en demandant où est sa maman? Est-ce dans son intérêt que vous ayez changé les serrures pour empêcher sa mère de venir la voir, la réconforter, l'aimer? Elle marqua une pause théâtrale. J'ai ici une déclaration sous serment de la nounou d'Emma, Madame Sophie Laurent, qui témoigne que l'enfant est traumatisé, qu'elle refuse de manger, qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits depuis le départ de sa mère. Le juge prit le document et les lut en silence. Son visage devint de plus en plus sombre. Finalement, elle leva les yeux vers Julien avec une expression de dégoût non dissimulée. Monsieur Marchand, j'ai rarement vu un dossier aussi accablant. Votre comportement est non seulement moralement répréhensible, mais il constitue également une mise en danger du bien-être psychologique de votre enfant. Elle se tourna vers Camille. Madame Dufresne, je vous accorde la garde provisoire immédiate de votre fille Emma. Monsieur Marchand, vous avez jusqu'à 18 heures ce soir pour remettre l'enfant à sa mère. Un droit de visite supervisé vous sera accordé, à raison d'une fois par semaine, en présence d'un travailleur social. Cette décision est effective immédiatement et sans appel possible avant l'audience finale, qui aura lieu dans 3 mois. Julien resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Comment était-ce possible? Il avait toujours gagné, il avait toujours obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, en moins d'une heure, tout son monde s'écroulait. Il se tourna vers son avocat, cherchant du soutien, mais Maître Lefebvre évitait son regard, rassemblant nerveusement ses documents. Chloé, à côté de lui, semblait soudain beaucoup moins sûre d'elle. Son sourire carnassier avait disparu, remplacé par une expression d'inquiétude croissante. Camille se leva, et pour la première fois depuis cette nuit terrible, elle sourit. Un vrai sourire, lumineux et libérateur. Elle allait retrouver sa fille. Elle allait pouvoir la serrer dans ses bras, lui dire que maman était là, que tout allait bien maintenant. Elle se tourna vers son père, et Philippe lui fit un clin d'œil discret. Ce n'était que le début. À 18 heures précises, Camille sonna à la porte de son ancien appartement. C'était étrange de devoir sonner à sa propre porte, dans le lieu où elle avait vécu pendant 7 ans, où elle avait ri, pleuré, rêvé. Julien ouvrit, son visage était un masque de rage contenue. « Prends-la et disparais, siffla-t-il. Mais n'oublie pas que ce n'est que temporaire. Je récupérerai ma fille, et tu retourneras dans l'obscurité d'où tu n'aurais jamais dû sortir. » Avant que Camille puisse répondre, Emma apparut derrière son père. « Maman !» hurla la petite fille en se précipitant vers elle. Camille s'agenouilla et attrapa sa fille dans ses bras, la serrant si fort qu'elle ne faisait plus qu'une. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie, de ressoulagement, d'amour pur et inconditionnel. « Ma chérie, ma petite chérie, je suis là, maman est là, je ne te quitterai plus jamais. » Emma sanglotait contre sa poitrine. « Papa a dit que tu étais partie et que tu ne reviendrais peut-être pas. J'ai eu si peur, maman, j'ai cru que tu ne m'aimais plus. » Camille caressa les cheveux de sa fille, murmurant des mots doux et rassurants. « Non, mon cœur, maman t'aime plus que tout au monde. Personne ne pourra jamais nous séparer. Personne. » Elle se releva, tenant Emma contre elle, et regarda Julien droit dans les yeux. « Tu m'as sous-estimé, Julien. Tu as pensé que j'étais faible, que j'étais seule, que je n'avais aucun pouvoir. Mais tu as oublié d'où je viens. Tu as oublié qui est mon père. Et maintenant, tu vas payer le prix de ton arrogance. » Julien ricana, mais son rire sonnait faux, nerveux. « Ton père, Philippe Dufresne? Tu crois qu'il me fait peur? C'est un vieillard qui vit sur sa réputation passée. Il ne peut rien contre moi. » À cet instant précis, le téléphone de Julien sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et pâlit. C'était Monsieur Bertrand, le directeur financier de l'entreprise Marchand. Julien décrocha, essayant de garder une voix ferme. « Oui, Bertrand, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de l'autre côté était paniquée. « Monsieur Marchand, nous avons un problème énorme. 3 de nos plus gros fournisseurs viennent de résilier leur contrat. Simultanément, ils invoquent une clause de rupture pour changement de direction stratégique. Nous perdons 40% de notre capacité de production. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence demain matin. » Julien sentit le se dérober sous ses pieds. Quels fournisseurs? Lesquels au résilié? Bertrand récita les noms, et Julien comprit immédiatement. C'étaient les 3 entreprises dans lesquelles Philippe Dufresne avait investi massivement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, le téléphone tremblant dans sa main. « Ce vieux salaud, il m'a piégé depuis le début. » Camille sourit, un sourire croix et satisfait. « Je t'avais dit que tu allais payer, Julien. Mon père ne fait jamais de menaces vaines. Tu vas découvrir ce que ça veut vraiment dire le pouvoir. » Elle se tourna et s'éloigna, Emma dans ses bras, laissant Julien planté dans l'embrasure de la porte, son monde s'écroulant autour de lui. Derrière elle, elle entendit Chloé demander d'une voix inquiète. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Mais Camille ne se tourna pas. Cette partie de sa vie était terminée. Les semaines suivantes furent une descente aux enfers pour Julien Marchand. La résiliation des contrats de fournisseurs déclencha une réaction en chaîne catastrophique. Les investisseurs, inquiets de la stabilité de l'entreprise, commencèrent à vendre leurs actions. Le cours de la bourse chuta de 30% en une semaine. Les banques, qui avaient financé plusieurs projets d'expansion, exigèrent des garanties supplémentaires que Julien ne pouvait pas fournir.
Et par-dessus tout, le conseil d'administration, composé de vieux loups de la finance qui n'avaient jamais vraiment fait confiance au jeune héritier, commençait à parler de le remplacer. Julien essaya de contacter Philippe Dufresne, de négocier, de supplier, mais ses appels restaient sans réponse. Il envoyait des emails, des lettres. Il est même allé jusqu'à se présenter au siège de l'Empire Dufresne, mais les gardes de sécurité l'empêchèrent d'entrer. « Monsieur Dufresne ne souhaite pas vous voir », lui dit le chef des sécurités avec une politesse glaciale. « Il suggère que vous vous concentriez sur le sauvetage de votre propre entreprise avant qu'il ne soit trop tard. » Chloé, qui était si confiante, si arrogante lors de cette soirée fatidique, commençait à montrer des signes de nervosité. Elle voyait Julien devenir de plus en plus stressé, de plus en plus colérique. Les dîners somptueux cessèrent, les cadeaux de luxe s'arrêtèrent. L'appartement qu'elle avait cru être le début d'une vie de rêve se transformait en prison dorée, remplie de tensions et de cris. Un soir, alors que Julien venait d'apprendre que le conseil d'administration avait voté une motion de défiance à son encontre, Chloé fit ses valises. « Je croyais que tu étais puissant, dit-elle d'une voix amère. Je croyais que tu pouvais tout contrôler, mais tu n'es qu'un enfant gâté qui joue à l'homme d'affaires. » Elle claqua la porte derrière elle, et Julien se retrouva seul, dans l'appartement vide, entouré des débris de son arrogance. Pendant ce temps, Camille redécouvrait la vie. Elle s'était installée avec Emma dans la propriété de son père à Neuilly. La petite fille s'épanouissait à nouveau, retrouvant progressivement sa joie de vivre. Philippe, qui n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'être un grand-père présent, se révélait être merveilleux avec Emma. Il l'emmenait au parc tous les après-midi, lui lisait des histoires avant de dormir, jouait avec elle pendant des heures. Camille les voir dîner ensemble et son cœur se réchauffait. Elle avait retrouvé sa famille, celle qui ne l'avait jamais vraiment abandonnée. Mais Camille savait qu'elle ne pouvait pas rester éternellement dans le cocon protecteur de la maison paternelle. Elle avait besoin de reconstruire sa propre vie, sa propre identité. Un matin, quand elle prenait son café dans la véranda ensoleillée, son père vint s'asseoir à côté d'elle. « Camille, j'ai réfléchi. Tu es une brillante architecte avant de rencontrer ce crétin. Tes projets étaient innovants, visionnaires. Tu avais un avenir prometteur devant toi. » Camille soupira. « Papa, ça fait 7 ans. Le monde de l'architecture a changé. J'ai raté 6 mondes d'opportunités, tellement d'évolutions technologiques. Qui voudrait embaucher une architecte qui n'a pas travaillé pendant 7 ans ?» Philippe sourit, ce sourire rusé qui indiquait qu'il avait déjà tout planifié. « J'ai quelque chose pour toi. Tu te souviens de ton ancien associé, Marc Blanchard ?» Camille hocha la tête. Marc et elle avaient fondé ensemble un petit cabinet d'architecture juste après leurs études. Ils avaient travaillé sur plusieurs projets passionnants avant qu'elle ne rencontre Julien et abandonne tout pour son mariage. Eh bien, poursuivit Philippe, Marc dirige maintenant l'un des plus prestigieux cabinets d'architecture de Paris, Blanchard et Associés. Il a remporté des contrats pour des projets majeurs, tours de bureaux, musées, centres culturels. C'est un projet colossal avec un budget de 50 millions d'euros. J'ai besoin d'un esprit créatif pour diriger cette équipe. Quelqu'un qui comprend que l'architecture n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de créer des espaces où les gens peuvent vivre, grandir, s'épanouir. Je pense que tu es cette personne. Camille sentit son cœur s'accélérer. « Papa, tu ne peux pas sérieusement me suggérer que... » Philippe l'interrompit. « Je l'ai appelé la semaine dernière. Je lui ai parlé de ta situation. Il se souvient parfaitement de toi, de ton talent, de ta créativité. Il aimerait te menir, pas pour te faire une faveur, mais parce qu'il pense sincèrement que tu pourrais apporter quelque chose d'unique à son cabinet. Évidemment, tu devras te remettre à niveau, apprendre les nouveaux logiciels, les nouvelles techniques, mais tu as toujours été la plus brillante dans ton domaine. Je suis sûre que tu y arriveras. » Camille sentit des larmes de gratitude monter à ses yeux. « Papa, je ne sais pas comment te remercier. Pour tout ce que tu as fait, pour m'avoir soutenue, pour avoir cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. » Philippe prit la main de sa fille dans sa main. « Tu es ma fille, Camille. Je ferai toujours tout pour te protéger et t'aider à réaliser ton potentiel. Et maintenant, il est temps de montrer au monde entier de quoi tu es capable, pas en tant que Madame Marchand, mais en tant que Camille Dufresne, l'architecte visionnaire que j'ai toujours su que tu étais. » La rencontre avec Marc Blanchard eut lieu encore une semaine plus tard dans les bureaux ultramodernes de Blanchard et Associés, situés dans le quartier de la Défense. Quand Camille entra dans le grand hall vitré, elle fut immédiatement strike par la beauté des lieux. Des maquettes de projets magnifiques étaient exposées partout. Des dessins architecturaux ornaient les murs, et l'espace ouvert grouillait d'architectes et de designers travaillant avec passion sur leur création. Marc l'attendait dans son bureau au dernier étage. C'était toujours le même homme chaleureux et enthousiaste qu'elle se rappelait. À 40 ans, ses cheveux commençaient à grisonner aux tempes, mais son regard pétillait toujours de la même énergie créative. « Camille !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Ça fait tellement longtemps. Regarde-toi, tu n'as pas changé, toujours aussi belle. » Camille rougit légèrement. « Marc, arrête, ça fait 7 ans. Je suis une mère de famille maintenant, pas la jeune architecte insouciante que tu as connue. » Marc la fit asseoir et commanda 2 cafés. « Camille, ton père m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Mais je veux que tu saches quelque chose, je ne te propose pas ce poste par pitié ou parce que ton père est Philippe Dufresne. Je te propose parce que j'ai suivi ta carrière avant ton mariage. Les projets que tu as conçus étaient géniaux. Le Centre culturel de Lyon, la Bibliothèque universitaire de Toulouse. Ces bâtiments avaient une âme, une poésie. C'est exactement ce dont mon cabinet a besoin. » Il se pencha en avant, ses yeux brillants d'excitation. « Nous venons de remporter un appel d'offres majeur. La ville de Paris veut transformer un quartier entier du 13e arrondissement. Logements sociaux, espaces verts, centres communautaires. C'est un projet colossal avec un budget de 50 millions d'euros.
J'ai besoin d'un esprit créatif pour diriger cette équipe. Quelqu'un qui comprend que l'architecture n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de créer des espaces où les gens peuvent vivre, grandir, s'épanouir. Je pense que tu es cette personne. Camille resta silencieuse un long moment, laissant les mots de Marc pénétrer son esprit. Un projet de 50 millions d'euros. La responsabilité de transformer un quartier entier. C'était intimidant, terrifiant même. Mais c'était aussi exaltant. Pour la première fois depuis des années, elle sentait quelque chose s'éveiller en elle. Une passion qu'elle croyait morte, une ambition qu'elle avait enterrée. « Marc, dit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement, « je ne vais pas te mentir. J'ai peur. 7 ans sans travailler, c'est long. Les logiciels ont changé, les techniques ont évolué. J'ai besoin de temps pour me remettre à niveau. » Marc sourit. « Je sais, c'est pourquoi je te propose de commencer par 3 mois de formation intensive. Tu travailleras avec mon meilleur chef de projet, tu apprendras tous les nouveaux outils, tu te familiariseras avec notre méthode de travail. Et après ces 3 mois, si tu te sens prête, tu prendras la direction du projet du 13e arrondissement. » Camille sentit les larmes monter à ses yeux. 3 mois. 3 mois pour redevenir la personne qu'elle était avant Julien, avant l'humiliation, avant la douleur. « D'accord, » dit-elle en tendant la main. « J'accepte. » Marc la serra fermement. « Bienvenue dans l'équipe, Camille. » Les mois suivants furent les plus intenses de la vie de Camille. Elle se levait chaque matin à 6 heures, préparait Emma pour l'école, l'emmenait chez son père où une adorable nounou s'en occupait pendant la journée, puis partait pour le cabinet Blanchard et Associés. Elle passait ses journées plongée dans les nouveaux logiciels de modélisation 3D, étudiant les dernières tendances en architecture durable, rencontrant les membres de l'équipe qui travailleraient sous sa direction. C'était épuisant, mais c'était aussi libérateur. Chaque nouveau concept qu'elle maîtrisait, chaque projet qu'elle étudiait, chaque dessin qu'elle créait, c'était un pas de plus loin de Julien, un pas de plus vers sa propre renaissance. Le chef de projet avec qui elle travaillait était un homme de 35 ans, nommé Étienne Roussel. Grand, mince, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air d'intellectuel bohème, Étienne était un génie de l'architecture écologique. Il avait conçu plusieurs bâtiments primés qui utilisaient des énergies renouvelables, des matériaux recyclés, des systèmes innovants de récupération d'eau de pluie. Au début, Camille était intimidée par son expertise, mais Étienne se révéla être un professeur patient et encourageant. « Tu as un don naturel pour comprendre l'espace », lui dit-il un jour alors qu'il travaillait sur une maquette numérique. « Tu vois les choses en 3 dimensions d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. C'est rare et c'est précieux. » Camille rougit sous le compliment. « Merci Étienne, ça me fait du bien d'entendre ça. J'avais commencé à douter de moi-même. » Étienne la regarda avec une intensité surprenante. « Ne doute jamais de ton talent, Camille. Les circonstances de la vie peuvent nous faire perdre notre chemin temporairement, mais le talent, lui, ne disparaît jamais. Il est toujours là, attendant qu'on le réveille. » Il y avait quelque chose dans la manière dont Étienne la regardait qui faisait battre le cœur de Camille un peu plus vite. Ce n'était pas seulement de l'admiration professionnelle, c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Mais Camille repoussait ses pensées. Elle sortait à peine d'un mariage désastreux. Elle avait une fille à élever, elle n'avait pas le temps ni l'énergie émotionnelle pour penser à une relation. Pas maintenant. Peut-être jamais. En ce temps-là, le procès de divorce approchait. Isabelle Moreau avait préparé un dossier béton. Elle avait non seulement les preuves de l'adultère de Julien, mais aussi la preuve qu'il avait dilapidé l'argent commun pour financer sa liaison. Elle avait obtenu des témoignages d'anciens employés qui racontaient comment Julien harcelait son personnel, comment il était arrogant et méprisant avec tout le monde. Elle avait même trouvé des emails où Julien discutait avec ses amis de sa stratégie pour éloigner Camille de son père et de ses amis, pour la rendre dépendante de lui, pour la contrôler totalement. « C'est un manipulateur classique », expliqua Isabelle lors d'une réunion de préparation. « Il a isolé Camille progressivement, l'éloignant de toutes ses sources de soutien externe. C'est une technique courante chez les pervers narcissiques. Et nous allons le démontrer devant le juge. » Le jour du procès arriva enfin. C'était un lundi matin du juin et Paris brillait sous un soleil éclatant. Camille porta un tailleur blanc impeccable, symbole de pureté et de nouveau départ. Elle entra dans le palais de justice accompagnée de son père, d'Isabelle et, à sa grande surprise, d'Étienne qui avait insisté pour venir la soutenir moralement. La salle d'audience était bondée. Julien était là avec un nouvel avocat, maître Catherine Dubois, une redoutable avocate connue pour défendre les causes désespérées. À côté de Julien était une femme que Camille ne connaissait pas. Plus tard, elle apprendrait que c'était la mère de Julien, venue de Bordeaux pour soutenir son fils. Chloé, évidemment, n'était nulle part en vue.
Elle avait disparu depuis des semaines, probablement à la recherche d'une nouvelle victime fortunée. Le juge, cette fois-ci un homme d'une cinquantaine d'années, avec une réputation de sévérité impitoyable, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour statuer sur le divorce de M. Julien Marchand et Mme Camille Dufresne, ainsi que sur les questions de garde de leur fille mineure Emma et de partage des biens communs. Maître Moreau, vous avez la parole. Isabelle se leva, et pendant 1 heure, elle démonta systématiquement la défense de Julien. Elle présenta les preuves de l'adultère, les relevés bancaires, les témoignages accablants. Elle raconta l'expulsion brutale de Camille, les menaces concernant Emma, l'humiliation publique. Elle peignit le portrait d'un homme égoïste, cruel, totalement inapte à partager la garde d'un enfant. Et puis, elle joua sa carte finale. Votre honneur, j'aimerais également porter à votre attention les difficultés financières actuelles de M. Marchand. Son entreprise est au bord de la faillite. Il a perdu la majorité de ses contrats de fournisseurs. Les banques ont gelé plusieurs de ses comptes professionnels. Dans ces conditions, comment peut-il prétendre offrir la stabilité nécessaire à l'éducation d'une enfant de 6 ans ? Maître Dubois bondit sur ses pieds. Objection, votre honneur. Les difficultés professionnelles temporaires de mon client n'ont aucun rapport avec ses capacités parentales. Le juge la fit taire. Objection rejetée. La stabilité financière est un élément crucial dans les décisions de garde. Continuez, maître Moreau. Isabelle sourit. Merci, votre honneur. Je voudrais aussi souligner que Madame Dufresne a repris sa carrière d'architecte avec un succès remarquable. Elle est désormais associée senior dans l'un des plus prestigieux cabinets de Paris. Elle a un revenu stable et confortable. Elle vit dans une magnifique propriété familiale où Emma a tout l'espace et l'amour dont elle a besoin. En comparaison, M. Marchand vit seul dans un appartement qu'il ne pourra bientôt plus se permettre, sans emploi stable, sans perspective d'avenir. Julien serra les poings, son visage devenant rouge de colère. Maître Dubois essaya de contre-attaquer, en présentant des arguments sur l'importance de la figure paternelle, sur le droit naturel de Julien à voir sa fille. Mais tout ce n'est creux face aux preuves accablantes présentées par Isabelle. Le juge écouta les 2 parties, posa quelques questions, puis se retira pour délibérer. L'attente fut insupportable. Camille sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Étienne, assis derrière elle, posa doucement une main rassurante sur son épaule. Après ce qui sembla être une éternité, le juge revint. Son visage était sévère et impénétrable. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, après avoir entendu les témoignages et les arguments des 2 parties, j'ai pris ma décision. Concernant le divorce, je prononce la dissolution du mariage entre M. Julien Marchand et Mme Camille Dufresne. Les torts sont entièrement imputables à M. Marchand en raison de son adultère avéré et de son comportement abusif envers son épouse. Concernant la garde de la mineure Emma Marchand, j'accorde la garde exclusive à Mme Camille Dufresne. M. Marchand aura un droit de visite limité à un week-end par mois, sous supervision d'un travailleur social, jusqu'à ce qu'il puisse démontrer une stabilité émotionnelle et financière suffisante. Concernant le partage des biens, étant donné que M. Marchand a dilapidé l'argent commun pour financer sa liaison extra-conjugale, je condamne M. Marchand à verser à Mme Dufresne une compensation de 500 000 € payable immédiatement. De plus, M. Marchand devra verser une pension alimentaire mensuelle de 3 000 € pour l'entretien et l'éducation de sa fille. Le silence dans la salle d'audience était attourdissant. Julien était devenu livide. 500 000 €. Il n'avait pas cette somme. Son entreprise était au bord du gouffre, ses comptes personnels étaient presque vides. Il se tourna vers sa mère, cherchant du soutien, mais même elle semblait choquée par la sévérité du jugement. Camille, de son côté, sentit un poids immense se lever de ses épaules. C'était fini. Elle était libre. Emma était en sécurité. Justice avait été rendue. Alors qu'il sortait du palais de justice, Philippe serra sa fille dans ses bras. « Je suis fier de toi, ma chérie. Tu t'es battue, tu n'as pas abandonné, et tu as gagné. » Camille sourit à travers ses larmes de soulagement. « C'est grâce à toi, papa. Sans ton aide, sans ton soutien, je n'aurais jamais pu. » Philippe secoua la tête. « Non, Camille. C'est grâce à ta force, à ton courage, à ta détermination. Moi, je n'ai fait qu'ouvrir quelques portes. C'est toi qui as eu le courage de les franchir. » Sur les marches du palais de justice, Étienne attendait timidement. Il s'approcha de Camille avec un sourire hésitant. « Félicitations, Camille. Tu l'as mérité. » Camille le regarda et pour la première fois, elle vit vraiment l'homme qui se tenait devant elle. Pas seulement un collègue brillant, mais un homme gentil, attentionné, qui l'avait soutenu sans rien attendre en retour. « Merci, Étienne. Merci d'être venu. Ça compte beaucoup pour moi. » Étienne rougit légèrement.
Est-ce que tu accepterais de dîner avec moi ce soir pour célébrer ? Rien de romantique, ajouta-t-il rapidement en voyant l'hésitation dans les yeux de Camille. Juste 2 collègues qui fêtent une victoire. Camille hésita un instant, puis sourit. D'accord, mais laisse-moi d'abord ramener Emma à la maison et lui raconter que tout va bien maintenant. Ensuite, avec plaisir. Le dîner eut lieu dans un petit restaurant français du Marais, loin des établissements chics et prétentieux que Julien affectionnait. C'était un endroit chaleureux et authentique, avec des nappes à carreaux rouges et blancs, des bougies tremblantes sur les tables et une cuisine maison qui sentait divinement bon. Camille et Étienne parlèrent pendant des heures. Ils parlèrent d'architecture, bien sûr, du projet du 13e arrondissement qui commencerait bientôt, des défis et des opportunités. Mais ils parlèrent aussi de leur vie, de leurs drèmes, de leurs peurs. Étienne raconta comment il avait perdu sa femme dans un accident de voiture 5 ans auparavant, comment il s'était noyé dans le travail pour oublier la lueur, comment il avait lentement reconstruit sa vie pièce par pièce. Camille chargea son histoire. Non pas celle qu'elle avait racontée au tribunal, mais la version intime, personnelle, avec toute... Julien, quant à lui, vivait sa propre descente aux enfers. L'entreprise Marchand avait finalement fait faillite 6 mois après le divorce. Il avait dû vendre tous ses biens pour rembourser ses créanciers, y compris l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Il vivait maintenant dans un petit studio du 18e arrondissement, travaillant comme consultant indépendant pour des entreprises qui ne savaient même pas qui il était autrefois. Sa mère refusait de lui parler, honteuse du scandale qu'il avait provoqué. Ses amis l'avaient abandonné, ne voulant pas être associés à un perdant. Un soir d'octobre, alors que Camille quittait le cabinet après une longue journée de travail, elle le croisa dans la rue. Julien se tenait devant un café, fumant une cigarette bon marché, l'air hagard et vieilli. Quand il vit Camille, quelque chose s'alluma dans ses yeux. De la honte, du regret, de la douleur. Il s'approcha lentement. « Camille, dit-il d'une voix rauque, je peux te parler 1 minute ?» Camille regarda l'homme qui avait été son mari, cet homme qui l'avait humiliée et chassée de chez elle avec tant de cruauté. Et elle ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni même pitié. Juste une indifférence totale. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. Julien sembla chercher ses mots. Je voulais te dire que je suis désolée. Pour tout. Pour la manière dont je t'ai traité. Pour les choses horribles que j'ai dites. Pour t'avoir chassé. J'étais arrogant, stupide, aveuglé par mon ego. Et maintenant j'ai perdu tout ce qui comptait. Mon entreprise, ma réputation, ma fille. » Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. « Et toi ? J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Camille le regarda longuement. Il y a 1 an, ces mots l'auraient peut-être touchée. Elle aurait peut-être ressenti de la compassion, elle aurait peut-être même envisagé de pardonner. Mais aujourd'hui, après tout ce qu'elle avait traversé, après tout ce qu'elle avait reconstruit, ses excuses sonnaient crues. « Julien, dit-elle calmement, je ne te déteste pas. Je ne ressens rien du tout envers toi. Tu as été un chapitre de ma vie. Un chapitre douloureux, mais un chapitre qui est maintenant définitivement fermé. J'espère que tu trouveras un jour la paix avec toi-même, mais cette paix ne peut pas venir de moi. » Elle se tourna pour partir, mais Julien attrapa son bras. « S'il te plaît, Camille, donne-moi une seconde chance. Je peux changer. Je peux être l'homme que tu mérites. » Camille se dégagea, doucement, mais fermement. « Non, Julien, tu ne peux pas. Tu ne changeras jamais vraiment. Et même si tu le pouvais, je ne veux plus de toi dans ma vie. J'ai tourné la page, j'ai construit quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et tu n'en fais pas partie. » Elle s'éloigna, laissant Julien seul dans la rue, sous la pluie fine qui commençait à tomber. Quelques mètres plus loin, Étienne l'attendait, et lui tendit un parapluie avec un sourire chaleureux. « Tout va bien » demanda-t-il avec sollicitude. Camille glissa son bras sous le sien, et sourit. « Oui » répondit-elle, « tout va parfaitement bien. » Et ils marchèrent ensemble dans les rues illuminées de Paris, vers un avenir qu'ils construiraient ensemble et côte à côte. 2 ans passèrent, 2 années de reconstruction, de croissance, de bonheur retrouvé. Le projet du 13e arrondissement fut achevé et inauguré en grande pompe. Le quartier devint rapidement un modèle d'urbanisme moderne en France et en Europe. Des délégations venaient du monde entier pour étudier les innovations architecturales et écologiques mises en œuvre par l'équipe de Camille. Elle reçut plusieurs prix prestigieux, dont le Grand Prix national d'architecture, une reconnaissance qu'elle n'aurait jamais osé imaginer dans ses rêves les plus fous. Emma avait maintenant 8 ans. Elle était une enfant brillante et épanouie.
passionnée de dessin et de sciences naturelles. Elle adorait son grand-père Philippe, qui l'emmenait régulièrement dans son entreprise pour lui montrer comment fonctionnait le monde des affaires. Elle avait également développé une relation affectueuse avec Étienne, qui était devenu une présence constante dans leur vie. Étienne et Amy avaient officialisé leur relation 1 an auparavant, et c'était une histoire d'amour douce, respectueuse, construite sur une base de solide confiance mutuelle et d'admiration réciproque. Un dimanche après-midi de printemps, alors que toute la famille était réunie dans le jardin de la propriété de Neuilly, Philippe demanda l'attention de tous. Il se leva, tenant un verre de champagne, et son visage rayonnait de prestige. « Je voulais profiter de ce moment pour annoncer quelque chose d'important. Après 50 ans à diriger mon entreprise, j'ai décidé qu'il était temps de passer le flambeau. » Tout le monde retint son souffle. Philippe se tourna vers Camille avec un sourire. « Ma fille, tu as prouvé au cours de ces dernières années que tu possèdes non seulement un talent exceptionnel en architecture, mais aussi une vision stratégique et une force de caractère remarquable. C'est pourquoi j'ai décidé de te nommer présidente du conseil d'administration du groupe Dufresne. » Camille resta bouche bée. « Papa, je suis architecte, pas femme d'affaires. Je ne connais rien à la gestion d'un empire industriel. » Philippe rit doucement. « Tu crois que je connaissais quelque chose quand j'ai commencé ? On apprend. Et tu as quelque chose de plus précieux que l'expérience. Tu as l'intégrité, la détermination et la capacité de voir au-delà des chiffres pour comprendre les gens. C'est ça qui fait un véritable leader. » Et leva son verre. « À ma fille Camille Dufresne, la femme la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Puisse-t-elle faire briller l'héritage familial encore plus qu'il ne l'ait jamais été. » Emma courut vers sa mère et la serra dans les bras. « Maman, tu vas être présidente, c'est trop cool !» Elle la souleva et la fit tourner en riant. « Oui, ma chérie, maman va être présidente. Et tu sais quoi ? C'est en grande partie grâce à toi, parce que tu m'as donné la force de ne jamais abandonner. » Étienne s'approcha et embrassa Camille tendrement. « Je savais dès le premier jour que tu étais destinée à de grandes choses. Félicitations, ma chérie. » Cette nuit-là, alors que tout le monde se tournait vers le Gardin, Camille sortit dans le Gardin. Il regarda le ciel étoilé de Paris et pensa à tout le chemin parcouru. 3 ans auparavant, elle était une femme brisée, humiliée, chassée de chez elle, séparée de sa fille. Elle n'avait rien, elle était seule. Et maintenant, elle était présidente d'un empire industriel, une architecte visionnaire, une mère comblée, une femme amoureuse. Elle avait reconstruit tout pierre par pierre, jour après jour. Elle pensait à Julien. Elle se demandait où il était, ce qu'il faisait. Elle avait entendu dire qu'il avait quitté Paris, qu'il travaillait maintenant dans une petite entreprise de province, anonyme et oubliée. Elle ne ressentait aucune satisfaction particulière à cette pensée, juste une forme de paix. La justice avait été rendue, mais pas par vengeance, par le simple fait qu'elle avait refusé d'être une victime. Elle avait choisi de se battre, de se relever, de reconstruire, et elle avait gagné. Une voix douce l'attira de ses pensées. « Tu ne dors pas ?» C'était Étienne, enveloppé dans une robe de chambre, qui s'assit à côté d'elle. Camille posa sa tête sur son épaule. « Je pensais juste à tout ce qui s'est passé, à quel point ma vie a changé. » Étienne passa son bras à côté d'elle. « Tu as changé ta vie, Camille. Personne ne l'a fait pour toi. Tu as pris les morceaux brisés et tu en as fait quelque chose de magnifique. » Camille se tourna vers lui et l'embrassa doucement. « Et toi, tu as été là pour m'aider à recoller ces morceaux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Étienne sourit. « Tu t'en serais sortie quand même. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Mais je suis heureux d'avoir pu être à tes côtés pour le voyage. » Ils restèrent assis là pendant longtemps, regardant les étoiles, écoutant le chant nocturne des grillons, savourant la paix et le bonheur qu'ils avaient construit ensemble. Et Camille sut avec une certitude absolue que quoi qu'il arrive dans le futur, elle ne serait plus jamais cette femme brisée que Julien avait chassée avec mépris. Elle était Camille Dufresne, architecte visionnaire, présidente du groupe Dufresne, mère aimante, femme forte. Et personne, jamais ne pourrait lui enlever ça. Le lendemain, Camille se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle avait pris sa décision. Elle accepterait la présidence du groupe Dufresne, mais à ses propres conditions. Elle voulait transformer l'entreprise, la rendre plus écologique, plus responsable socialement, plus innovante. Elle voulait prouver qu'une entreprise pouvait être à la fois profitable et éthique. C'était un défi immense, mais après tout ce qu'elle avait traversé, plus rien ne lui faisait peur. Sa première action en tant que présidente fut de réorganiser complètement le conseil d'administration. Elle invita des experts en développement durable, des sociologues, des représentants d'associations caritatives.
Elle voulait que l'entreprise soit un moteur de changement positif dans la société. Les vieux loups de la finance qui siégeaient au conseil depuis des années furent surpris. Certains furent choqués, mais tous durent reconnaître que cette nouvelle vision apportait un souffle frais et enthousiasmant. Un matin où elle présidait sa première grande réunion du conseil d'administration, un assistant entra discrètement et lui tendit un message. « Madame Dufresne, il y a un appel urgent pour vous. C'est monsieur Julien Marchand. Il dit que c'est important. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Julien? Elle n'avait pas entendu parler de lui depuis leur rencontre dans la rue 2 ans auparavant. Que pouvait-il bien vouloir? Elle s'excusa auprès du conseil et prit l'appel dans son bureau privé. « Julien, dit-elle d'une voix neutre, pourquoi m'appelles-tu » La voix de Julien de l'autre côté était brisée, tremblante. « Camille, je suis désolée de te déranger. Je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je suis malade. Un cancer du pancréas. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. » Camille sentit son cœur se serrer malgré elle. « Oh Julien, je suis désolée, mais pourquoi m'appelles-tu? Que veux-tu » Il y eut un long silence. « Je voulais te demander si tu accepterais que je voie Emma. Une dernière fois. Je sais que je ne mérite pas sa présence. Je sais que j'ai été un père horrible. Mais elle est ma fille, Camille. Et je voudrais lui dire au revoir. Je voudrais qu'elle sache que malgré tous mes défauts, malgré toutes mes erreurs, je l'ai toujours aimée. » Camille ferma les yeux, luttant contre les émotions contradictoires qui l'assaillaient. Une partie d'elle voulait refuser. Julien ne méritait rien d'elle. Mais une autre partie, la partie qui avait appris la compassion et le pardon au cours de ces années difficiles, lui disait que Emma avait le droit de dire au revoir à son père. « Je vais en parler à Emma. Si elle veut te voir, je l'amènerai. Mais ce sera sa décision, pas ma mienne. » Julien éclata en sanglots de l'autre côté du téléphone. « Merci Camille. Merci infiniment. Tu es une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. » Camille raccrocha. Julien ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues creusées. « Merci, murmura-t-il. Merci de me donner cette paix, avant de partir. » Camille se pencha et embrassa doucement son front. « Adieu, Julien. Puisses-tu trouver la paix que tu n'as jamais trouvée dans cette vie. » Julien Marchand mourut 3 semaines plus tard, un mardi matin pluvieux de novembre. Emma pleura beaucoup, mais elle avait eu la chance de lui dire au revoir, et cela l'aida à faire son deuil. Camille organisa des funérailles dignes, simples mais respectueuses, auxquelles assistèrent une poignée de personnes. La mère de Julien vint, vieille et brissée, et remercia Camille d'avoir permis à Emma de voir son fils une dernière fois. Après les funérailles, la vie continua. Camille plongea dans son travail avec une passion renouvelée. Le groupe Dufresne prospérait sous sa direction. Elle lança plusieurs initiatives révolutionnaires. Un programme de logements sociaux écologiques dans toute la France, un fonds d'investissement pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans les technologies vertes, un partenariat avec des universités pour promouvoir l'architecture durable. Elle devint une figure respectée non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans les cercles philanthropiques et politiques. Emma grandissait pour devenir une jeune fille brillante et équilibrée. Elle avait hérité du talent artistique de sa mère et de l'esprit stratégique de son grand-père. À 12 ans, elle gagnait déjà des concours de dessin nationaux et parlait avec passion de son rêve de devenir architecte comme sa mère. Étienne et Camille se marièrent lors d'une cérémonie intime dans le jardin de la propriété familiale. C'était une célébration simple, mais profondément émouvante, entourée uniquement de leur famille proche et de quelques amis chers. Philippe, qui avait maintenant 65 ans, mais était toujours aussi vigoureux, conduisit sa fille à l'autel avec une fierté éclatante dans les yeux. Quand le prêtre demanda à Camille si elle acceptait de prendre Étienne pour époux, elle regarda l'homme debout devant elle. Cet homme qui l'avait soutenue sans jugement, qui avait cru en elle quand elle ne croyait plus en elle-même, qui aimait sa fille comme si c'était la sienne. « Oui, » dit-elle avec une conviction absolue, « je le veux. » Et quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme un nouveau commencement, une promesse d'un avenir construit sur l'amour véritable, le respect mutuel et la confiance inébranlable. Les années passèrent, heureuses et productives. Camille devint une figure internationale de l'architecture durable. Elle fut invitée à donner des conférences à travers le monde, de Tokyo à New York, de Sydney à Copenhague. Son histoire, celle d'une femme qui avait été humiliée et brisée, mais qui s'était relevée pour devenir une leader inspirante, était racontée dans les écoles de commerce et les universités comme un exemple de résilience et de détermination. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence à la Sorbonne devant des centaines d'étudiants en architecture, une jeune femme leva la main pendant la session de questions-réponses. « Madame Dufresne, comment avez-vous trouvé la force de continuer après tout ce que vous avez traversé ?
Comment avez-vous surmonté l'humiliation, la douleur, le sentiment d'échec ? Camille sourit doucement. C'est une excellente question, et je vais vous donner la réponse la plus honnête possible. Je n'ai pas trouvé la force toute seule. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a soutenu inconditionnellement, un avocat brillant qui s'est battu pour moi, et plus tard, un homme merveilleux qui m'a aimé pour qui j'étais vraiment. Mais au-delà de ça, j'ai découvert quelque chose de fondamental. Le pouvoir véritable ne vient pas de l'argent, du statut social ou de la capacité à dominer les autres. Le pouvoir véritable vient de la connaissance de sa propre valeur, de la capacité à se relever après chaque chute et du refus absolu d'être défini par les autres. Mon ex-mari pensait qu'il pouvait me détruire parce qu'il contrôlait l'argent, parce qu'il connaissait des gens influents, parce qu'il avait le pouvoir institutionnel. Mais il avait oublié quelque chose de crucial. Il avait oublié que je suis la fille de Philippe Dufresne, certes, mais plus important encore, que je suis Camille Dufresne, une femme avec son propre talent, sa propre force, sa propre détermination. Et personne, absolument personne, ne peut vous enlever ça si vous refusez de leur donner. La salle explosa en applaudissements. Les étudiants se levèrent pour une ovation debout qui dura plusieurs minutes. Camille regarda tous ces jeunes visages pleins d'espoir et d'ambition, et elle sut que son histoire avait un sens. Elle n'était pas seulement la sienne. C'était l'histoire de toutes les femmes qui avaient été sous-estimées, humiliées, brisées, mais qui avaient trouvé la force de se reconstruire. Ce soir-là, Camille rentra chez elle dans la magnifique maison qu'elle avait fait construire avec Étienne dans le 16e arrondissement, non loin de l'appartement où elle avait vécu avec Julien. Mais cette maison était différente. Elle était lumineuse, remplie d'art et de livres, avec un grand atelier où Emma pouvait dessiner et où Camille travaillait sur ses projets personnels. C'était un foyer rempli d'amour, de rire et de rêves partagés. Emma, maintenant âgée de 16 ans, travaillait sur une maquette architecturale pour un projet scolaire. « Maman » appela-t-elle en entendant la porte entrer. « Comment s'est passée ta conférence ?» Camille entra dans l'atelier et embrassa sa fille sur le front. « C'était merveilleux, ma chérie. J'ai parlé de notre histoire, de comment nous avons surmonté les épreuves ensemble. » Emma sourit. « Tu sais, maman, je suis vraiment fière de toi. Pas parce que tu es président d'une grande entreprise ou une architecte célèbre, mais parce que tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et toi, ma chérie, tu es la raison pour laquelle j'ai trouvé cette force. Tu es ma plus grande fierté, mon plus grand accomplissement. » Elles s'embrassèrent, et dans ce moment simple mais profondément, Camille réalisa quelque chose. Elle avait gagné, non pas contre Julien, car ce n'était jamais vraiment une compétition. Elle avait gagné contre ses propres doutes, contre ses propres peurs, contre la voix intérieure qui lui disait qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez forte, pas assez capable. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans le lit à côté d'Étienne, Camille pensa une dernière fois à cette terrible soirée, il y a tant d'années, quand Julien l'avait chassée de chez elle en riant. Elle pensait à la femme brisée qu'elle était ce soir-là, seule sur les marches de l'immeuble, sans espoir et sans direction. Et elle pensait à la femme qu'elle était devenue, forte, indépendante, accomplie, aimée. Le voyage avait été long et douloureux. Il y avait eu des moments où elle avait voulu abandonner, où elle croyait qu'elle ne survivrait pas. Mais elle avait survécu. Plus que ça, elle avait prospéré. Et maintenant, alors qu'elle regardait par la fenêtre le ciel étoilé de Paris, elle sut avec une certitude absolue que tout ce qu'elle avait traversé en valait la peine. Parce que la douleur l'avait transformée, elle l'avait forgée comme l'acier forgé dans le feu. Elle était Camille Dufresne, architecte, présidente, mère, épouse, survivante. Et personne, jamais plus, ne pourrait lui dire qu'elle n'était pas assez.